Hop, nous revoilà. Logiquement, on est bon, ça enregistre, tout bon à mon niveau. Ouais, c'est bon aussi chez moi, Jérémy. Alors, on prend Ravi un de peu te d'avance retrouver. avec Quentin, on enchaîne les épisodes parce que un de nous deux va être papa pour la deuxième fois et ce n'est pas moi. Donc c'est moi. C'est forcément Je, Quentin. je vais devenir l'heureux propriétaire d'un nouvel enfant. J'ai j'ai failli dire Quentin va accoucher dans un mois, mais ce n'est pas vraiment toi qui accouches. Non, non, non. Moi, j'aurais Après, pas de ce nos jours, job-là. tu sais. Bref, autre Oui. sujet. Ouais, ouais. On va pas se lancer dans les papas enceintes. Pourquoi pas créer un podcast privé à l'occasion sur le fond de nos pensées. Bref. Alors, comment vas-tu, Quentin? Bah écoute, ça va. Ça va. Tu vois, comme on disait, c'est le temps de prendre l'avance. On le disait en off, parce que d'ici entre 2 semaines et un mois, il y a le deuxième qui arrive. Yes. Donc on est en plein justement dans cette organisation du papa, de l'entreprise. Comment est-ce que je gère ça? Comment est-ce que je vais bosser? Comme je Est-ce que te tu veux disais, en parler? C'est bête, mais on voulait faire un sujet spécial fixation d'objectifs. Pourquoi pas faire ça juste après et parler organisation. On a déjà fait un épisode par rapport à ça. Ouais, Mais comment toi tu prépares là? Parce que t'as déjà eu un enfant, là c'est le deuxième. ouais. Donc comment tu te prépares aujourd'hui avec Apolline à recevoir un deuxième enfant? À recevoir, entre guillemets, c'est pas une livraison par la poste, mais... Franchement, tu vois, c'est marrant enfin, c'est marrant. Ça va être intéressant comme épisode parce que toi, je sais que tu voulais parler de la fixation des objectifs au niveau des neurosciences. Ouais, on Moi, je fera suis en ça pour le train, prochain. depuis 6 mois, je suis en train de changer radicalement mon rapport aux objectifs Ok, et à plus se fixer des intentions et des moyens derrière et plus du tout me fixer d'objectifs à atteindre. Je suis d'accord, beaucoup plus à intéressant. essayer d'aller dans le flow. Donc, c'est intéressant. Je me concentre beaucoup plus sur les actions quotidiennes que je mène sans me fixer d'objectif de CA, sans me fixer d'objectif de je dois contacter tant de clients. Je fais en fonction de l'énergie que j'ai et dès que je commence à me dire tiens mon énergie est un peu basse, je pousse le seuil un peu plus loin sans Tu me entends quoi cramer. par pousser le seuil? Du coup, tu dépasses un peu tes limites? Ouais, tu vois, en fait, Ok. quand je vais avoir. C'est marrant, il y a un épisode où on avait parlé de la douche froide. Et on se disait un Oui. moyen très intéressant pour commencer ces douches froides, c'est de se dire tu vas commencer par 5-10 secondes. Et plutôt qu'au premier signal de te dire putain là ça commence à être beaucoup trop froid, je me casse, c'est de te dire non, je reste encore 1 ou 2 secondes. Et au deuxième signal, tu pars. C'est vrai que c'est un élément intéressant. Je suis en aparté, hein, j'en profite Vas-y, pour vas-y. poursuivre. C'est ce que Pierre Dufresne, un très bon ami à moi, appelle le mur d'adrénaline, en fait. Ouais. Où effectivement, le problème qu'on a par rapport aux douches froides, et souvent l'écueil dans lequel on va tomber, parce que tout le monde ne parle que de ça, c'est OK, vous tenez 30 secondes, vous tenez 1 minute. Sauf que ça veut rien dire. Parce que le Mm. ressenti entre 1 minute après une nuit géniale des enfants qui sont chez les grands-parents, des bonnes nouvelles, ne sera pas le même qu'après une nuit catastrophique et des Ouais, enfants malades et une nounou qui est absente. Parce c'est que le ça. système nerveux ne sera pas dans le même état au final. Et Et je sais que donc, tu viens de parler de ta nuit et de ta matinée du jour. non, là, non, Raphaël, le plus petit, est chez ses grands-parents depuis 2 nuits. Ça nous fait un bien fou parce qu'effectivement, il traverse quelques nuits compliquées depuis une semaine. Donc là, ça fait du bien. Mais effectivement, tout ça pour dire que plutôt que de raisonner en termes de temps, il est mieux de raisonner en termes de mur d'adrénaline. Grosso modo, combien de fois mon corps me dit il faut que tu partes. C'est pas agréable, casse-toi. Et Mm. ça, à l'écouter, moi, j'aime bien préconiser 5 fois. Mais du coup, 5 fois, ça peut survenir parfois en 1 minute, parfois en 10 secondes. C'est ça. Mais peu importe, parce que du coup, vu qu'on s'écoute, en fait, on est vraiment aligné par rapport aux capacités adaptatives actuelles de notre corps. Et on Mm. va pas venir directement dépasser les capacités en question. Toi et moi, récemment, on s'est vu dans le cadre d'un stage animé par David, un festival, pardon, et on a fait un bain froid avec Léo Palagotti. Mm. Super expérience. Et en fait, il y a des gens qui poussent vraiment trop ce bain froid, ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé de par le passé, et les conséquences sont dramatiques parce qu'on est plus sur un effet rebond qui est positif mais qui est négatif. Mm. Autrement dit, on a froid littéralement toute la journée. Donc une douche froide, c'est génial quand on sait s'écouter. Et du coup, quand on raisonne pas en termes de dogme de temps, mais en termes de ressenti personnel. Et au bout de combien de murs d'adrénaline je vais sortir et ne pas pousser le bouchon trop loin. Parce que souvent, on Mm. pense que l'hormèse, du coup, précisément une douche froide, c'est de l'hormèse. C'est justement le rebond après un stress. On pense souvent que l'hormèse est dans la douleur. Non, c'est dans le rebond. L'hormèse, c'est la croissance qu'il y a après la douleur. Ce n'est pas la douleur en tant que telle. Et c'est comme ça qu'on voit des gens sur YouTube, grosso modo, je reste 8 heures dans un bain froid, je fais de l'hormèse. Non, tu te sers d'un outil de l'hormèse pour faire de la merde. Ça n'a rien à Pour voir faire avec une l'hormèse. vidéo YouTube. C'est ça, exactement. Donc je vais faire l'aparté, je suis désolé, mais ce que dit Quentin est vraiment profond et vraiment pertinent. C'est il faut écouter son corps. C'est comme pour tout. Le sommeil, Mm. on écoute son corps. On ne le masque pas avec du café, ce que j'ai fait durant 2 ans. Pareil, le sport, quand on a une blessure, on s'écoute. On se ménage sous peine potentiellement de contracter une dette envers le vivant. Et dès qu'on a une dette, il faut un jour ou l'autre la rembourser. Donc soit C'est par une ça. blessure, soit par de la fatigue chronique, soit par autre chose. Exactement. Et justement, tu vois, c'est exactement ce mécanisme dont je me sers aujourd'hui. Ok. C'est d'être bien plus en contact avec
mes émotions, avec mon ressenti, avec mes besoins personnels, mais aussi ceux de mon corps. Ok. Chose que j'ai pas faite les 4 premières années de ma boîte. Où j'étais tout le temps en train de pousser. Et voilà, tu le sais, enfant en bas âge, moi, mon beau-père est décédé d'une maladie, mon oncle qui était un peu comme mon grand frère, est décédé quelques mois avant mon beau-père. Hmm. Et en fait, à ce moment-là, ce que j'ai fait, j'avais ma boîte, j'avais ma fille en bas âge, j'avais ma femme qui était au fond du gouffre parce qu'elle venait de perdre son père à peine 30 piges. Et là, le truc que j'ai fait, moi, c'est t'es un guerrier, t'avances. Bien sûr. Et là, j'ai fermé les écoutilles et j'étais en mode, le boulot, c'est ça, c'était la période où ma vie était dans un tableur Excel. Hmm. Et j'étais plus du tout en contact avec la réalité, j'étais plus du tout en contact avec moi-même. Ma femme, ce dont elle avait besoin, c'était d'amour, de calme et de présence. Et moi, j'étais un putain de robot. Ouais, je l'ai fait À me aussi. dire, Ouais. à me dire, mes siestes, c'est 20 minutes, pas 1 minute de moins, pas 1 minute de plus. Genre, je me réveillais à 17 minutes, je me disais non, c'est encore 3 minutes et j'ouvrais pas les yeux. À 20 minutes, paf, c'était pas plus. Même si j'étais encore crevé parce que j'avais dormi 3 heures, parce qu'Emilia avait été malade, parce que j'étais stressé, parce que machin. Et ben, je me disais non, c'est 20 minutes. Alors, j'avais fondamentalement. Attends, j'ai mon téléphone qui sonne. Génial. Je peux Attends, broder si tu as besoin. Ouais, vas-y, brode. Ouais, 2 ça secondes, marche. je vais couper. C'est vrai que c'est un écueil vraiment important duquel parle Quentin. Je suis tombé dedans moi aussi, à vouloir vraiment garder la vie d'avant, malheureusement, avec un enfant en plus. Et tout ça, effectivement, fait que Quentin et moi, là, Quentin est revenu, on est passé à côté de la relation époux-femme, durant les premiers mois de la grossesse et les premiers mois de l'accouchement aussi. Moi, ça a vraiment été mon cas. Aurélie m'a littéralement dit, en fait, je t'en voulais de ne pas être présent. C'est exactement les Cette mêmes mots. notion d'abandon, Les en fait, mêmes mots. littéralement, tu as abandonné le navire parce que tu voulais Mm. garder ta vie d'avant, Mm. ta liberté d'avant, avec une contrainte supplémentaire qui était un enfant. Donc C'est ça. vraiment, effectivement, c'est pour broder, je te laisse reprendre la main, mais effectivement, c'est un écueil dans lequel beaucoup de papapreneurs tombent, cette notion de, ok, en plus, je suis l'homme de la situation. Je dois amener le salaire. Je dois assurer la tranquillité. Et souvent, on pense effectivement que le soutien qu'on va apporter à sa femme, en l'occurrence, repose sur les données davantage, non pas émotionnelles, mais plus rationnelles. Ouais, Je suis l'homme, j'ai le contrôle, j'amène l'argent, j'assure la sécurité. Sauf que dans ces moments-là, notre femme a besoin de quoi? Juste de la présence. c'est Et de ça. l'écoute et de la compréhension. Et de la vraie présence, Et pas de de la la vraie présence présence. physique. Parce que Oui, pendant un moment, elle me reprochait de dire mais t'es jamais là. Et je disais mais t'es malade, c'est pas possible. Tu vois, toujours piqué au vif sur ses retours en disant c'est absolument pas vrai. Tu connais toi des entrepreneurs qui commencent à bosser à 9h, qui finissent à 17h tous les jours parce que justement je vais être présent pour toi, je vais être présent pour ma fille. Mais si de 7h à 9h, t'es présent physiquement, mais que t'es bien sûr. sur les nerfs, parce que t'es déjà dans ta tête, on te dit putain, je devrais bosser, je devrais faire ci, après il faut que je fasse ça, j'ai tel call à faire, puis j'ai tel client à telle heure. Et à 17h, tu te forces à être présent parce que tu dis je suis un homme de parole. L'intégrité, c'est bien. C'est hyper important, c'est un truc que je travaille avec tous mes clients, que je travaille pour moi-même de plus en plus. On n'a qu'une seule chose, ce sont nos mots. Mais si à 17h, t'es là sur le canapé, en train de lire une histoire à ta fille, et que tu lis 3 fois la même phrase, parce que t'es en train de penser à ce que t'aurais dû faire, ce que t'as pas fait ou ce que tu dois faire le lendemain, c'est pas de la présence. Non. Et tu vois, toute cette pression qu'on se met, ça a fait que moi, ça m'a amené à un burn-out au bout de 2 ans et demi d'entrepreneuriat. Et après, à des épisodes de gros down récurrents. Moi, j'ai une tendance à la dépression, c'est assez familial. Je sais qu'il y a un facteur génétique qui joue chez pas mal de personnes. Et que ce soit mon oncle, mon grand-père, ma tante, mon père, mon grand-père, des comtés paternels et maternels, il y a des épisodes dépressifs réguliers. Et sans que ce soit de très très grosses dépressions, mais on a plutôt très vite le vague à l'âme, tu vois. Mhm. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes, ce sont des personnes qui travaillent énormément, qui s'écoutent très peu, et qui ont cette idée de se dire, on avance, on fait les choses, on est des hommes, tu vois. Et ça, je l'ai fait un peu toute ma vie, mais avant, je me posais moins de questions. Les 3 dernières années, justement, à être tout le temps focalisé sur des cibles. Il faut que je contacte tant de prospects, il faut que je signe autant de clients, il faut que je fasse tant de chiffre d'affaires. Je veux passer cette putain de barre des 10 000 euros par mois, qui est juste une barre, un chiffre noté comme ça en l'air pour l'ego. Parce que fondamentalement, j'ai pas envie, j'ai pas besoin, là où je vis, avec le train de vie que j'ai actuellement, sachant que je suis propriétaire de mon appart et tout, de 10 000 balles par mois. C'est un truc totalement arbitraire. Ouais, c'est comme en musculation, la barre des 100 kilos développé couché. C'est ça, Que tu veux exactement. passer, quitte à te blesser.
Exactement. Même si moi, j'ai commencé la musculation à la passe en cash, mais ça, c'est autre chose. Ouais, toi, t'as commencé à 120 direct, c'était facile. Non, juste 100, juste 100. La muscu. Réellement, j'ai commencé à 100. Mais, non, mais tu vois, tout est intéressant parce que ce sont des objectifs arbitraires qu'on se fixe. Moi, je m'étais dit, Bien je sûr. veux faire, quand j'ai commencé le trail sérieusement, une course de plus de 50 km et 2500 de dénivelé. Je sais pas, peut-être parce que 2500, ça fait 25 et que 25, c'est la moitié de 50. C'était rond pour mon esprit un peu tatillon. Je me disais, Un peu voilà, ce sera cartésien, ça. oui. Et je me suis entraîné comme un porc, pile au moment justement où ça allait pas. Ça allait pas dans mon couple, ça allait pas dans ma vie, parce qu'il y avait des décès, il y avait la maladie, c'était le Covid, le business tournait comme vraiment à la limite de ce que je voulais, mais moi, je me sentais mal. Et je faisais que courir. Tu vois, toujours plus, ça me fixait, ce sera tel objectif et je le ferai en tant de temps, alors que c'était ma première grosse course. Et je me fixais déjà des ambitions de temps qui étaient pas démesurées, qui étaient atteignables, mais où j'allais me faire mal. Et le résultat, c'est que je me suis blessé. Le résultat, c'est que cette blessure, je l'ai adorée au final. Parce que ça m'a donné une raison de plus courir. Et de faire autre chose, de prendre soin de moi, de me remettre au yoga, de me remettre vraiment à la méditation, de me rendre compte que pendant 3 ans où j'avais couru comme un âne, du trail, j'en faisais depuis 10 ans, mais ça faisait vraiment 3 ans que j'en faisais en club, j'avais perdu toute la mobilité que j'avais en tant que gymnaste, j'étais raide, alors que moi j'ai toujours été considéré comme quelqu'un, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de souple et de mobile. Mon surnom pendant les études c'était l'élastique, des trucs à la con, tu vois, mais ça faisait partie de mon identité. Et c'est là en fait où il y a plein de choses qui m'ont percuté en me disant tous les objectifs que je me suis fixés, j'en ai payé les pots cassés à un moment donné, quand je les ai suivis bêtement. Et donc j'ai commencé à prendre beaucoup plus de recul, à me dire j'en ai plus rien à faire, je veux tester autre chose, j'ai besoin de reprendre contact avec moi, parce que le burn-out, j'en ai fait 3, je sais ce que c'est. C'est quand tu ne t'écoutes pas, que tu es à côté de tes émotions, que tu n'as aucun sens dans ce que tu fais et que tu n'as plus d'énergie. Et je me dis, plus tu coches ces cases régulièrement, plus tu retombes dans les mêmes pièges, plus ça veut dire qu'il y a un pattern, plus ça veut dire qu'il y a un schéma. Et l'idée, c'est pas de retomber toute ma vie dans les mêmes pièges. Donc tu vois, de dire, ok, comment est-ce que je peux faire les choses différemment? Et moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un d'intuitif, de créatif. C'est mon mode de fonctionnement. Et un mode que j'ai totalement gommé le jour où j'ai reçu le statut de ma boîte. Où je me souviens exactement les mots que je me suis dit le jour, j'étais encore à Lille, quand j'ai reçu le statut de ma boîte, c'est de me dire, ok, ça fait 10 ans que tu dis à tout le monde que tu vas être entrepreneur parce que c'est ce que tu veux faire. Maintenant, faut pas te foirer. T'as une opportunité en or, la foire pas. T'imagines la pression? Justement, c'est super intéressant parce que on le fait tous. on Alors boucle avec les objectifs. Il n'y a pas qu'une seule opportunité. Et Complètement. juste, tu vois, avant que tu reprennes, c'est pour ça que je dis, maintenant, je me fixe plus d'objectifs. Je me dis de quoi j'ai besoin pour avoir ce que je veux et surtout, qui est-ce que j'ai besoin d'être. C'est passionnant parce que vraiment, c'est en lien avec les objectifs, mais on en parlera encore une fois plus tard, plus en détail. Mais il y a un écueil dans lequel tombent beaucoup de personnes, c'est de se fixer que des objectifs de résultats. Mais complètement, c'est ça. En fait, résultat, c'est un objectif qui est binaire. Soit je réussis, soit j'échoue. Donc, soit je cours mes 25 bornes, soit j'échoue. Soit je lance ma boîte, soit j'échoue. Soit je fais 10 cas par mois, soit j'échoue. Et en fait, ça crée une pression, mais énorme au quotidien. Et un stress constant parce que plus on va se voir, ne pas atteindre son objectif, plus on va stresser. Du coup, plus on se met en condition pour ne pas l'atteindre. Et c'est là qu'il y a un élément intéressant que j'aborderai en détail, je pense, dans l'épisode spécial objectif, du moins ce que disent vraiment les neurosciences par rapport aux objectifs et non pas les trucs bidons du style smart et j'en passe. C'est le fait d'ajouter aux objectifs de résultats des objectifs de moyens. À savoir, en fait, qu'est-ce qui va me permettre, durant le processus, de cheminer vers le résultat. Et ça, c'est passionnant. Pourquoi? Parce que grâce à ça, on vient constamment être en mode croissance. Par exemple, je veux apprendre... typiquement à courir, comme tu l'as dit, 25 bornes. Ok, ça c'est l'objectif de résultat final. Maintenant, en moyen, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, on a bossé sur ma respiration. C'est un objectif. Comprendre l'alimentation, me former par rapport à ça. Ça, c'est également un autre objectif de moyen. Travailler ma foulée. Même chose. Et du coup, typiquement, comme tu l'as dit, toi, un jour, tu as fait l'entraînement de trop qui t'a conduit à la blessure. Quand on comprend cette notion de résultat versus moyen, et quand on comprend son corps, quand on sait l'écouter, on peut se dire, ok, là, je suis un peu sur le fil du rasoir. Je ne vais pas courir. Par contre, je peux bosser typiquement l'atteinte de mon but par ma respiration. Donc, je fais une séance de respiration. Et on peut compenser tout simplement son entraînement, ce qui ne crée pas de frustration, ce qui préserve le corps et on progresse réellement par rapport à ça. Parce que sa respiration, on va la voir progresser jour après jour. Il n'y a pas d'attente par rapport à ça.
Donc on se Ouais. voit s'améliorer, on a la récompense au final. Et si jamais on n'atteint pas les 25 bornes, si on cale malheureusement, on se loupe à 20 bornes, c'est pas grave. On respire mieux, on a une meilleure foulée, on comprend mieux son alimentation, on sait comment récupérer plus efficacement. Donc on en tire réellement Ouais. profit et bénéfice. Et en Ouais. plus, ces éléments qu'on a développés là, respiration, récupération ou autre, alimentation, on peut le développer et donc, comment dire, le transposer à d'autres domaines. Donc on progresse sur plusieurs pans de notre vie. Complètement. Ceux qui ont regardé la vidéo, qui n'ont pas que en audio, ils ont dû me voir éclater de rire à un moment Ouais. quand Jérémy a parlé des objectifs de moyens. Parce que le paradoxe là-dedans, c'est que j'ai fait plein de podcasts, plein de vidéos, plein de newsletters en expliquant c'est quoi un objectif viable. C'est l'objectif de résultat, c'est l'objectif de moyens. C'est avoir un gros objectif que tu vas cibler, c'est les moyens que tu vas mettre dont tu as besoin et les paliers que tu dois passer. Mm. C'est ces 3 étapes. Et j'arrêtais pas d'en parler, j'arrêtais pas de le dire. Et j'étais le premier à pas me le fixer, à être obnubilé par les résultats. Et comme le dit Jérémy, c'est un cercle vicieux. Parce qu'on veut des résultats tout de suite, parce qu'on l'a décidé. Ça, c'est alors à la fois de notre faute, mais aussi on peut pas ne pas rejeter la faute sur la société. Aujourd'hui, on nous dit qu'on doit avoir des résultats rapidement. Regardez ce mec, il a créé une ligne de code, il est devenu milliardaire du jour au lendemain, alors qu'avant-hier, il n'était pas connu. Et vous, les gars, vous en êtes où? Et en plus, le cerveau est câblé pour. C'est exactement ça. On voit que de la menace, on voit que du comparatif. Et on se dit, mais attends, et après les biais, qu'on s'est tous dit, mais si lui, il est capable de le faire, mais moi aussi, je suis capable de le faire. C'est complètement con comme raisonnement. Mm. C'est un raisonnement linéaire. On vient pas des mêmes familles, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas le même capital génétique, on n'évolue pas dans le même environnement. C'est comme je voyais la dernière fois une interview alors je crois qu'il y avait Tim Ferriss, c'est un autre gars, Ok. où il prenait justement cette idée, tu vois, des overnight success. Il a dit, il y a un YouTuber qui a explosé, il a 17 ans, je crois, 17 ou 18 ans, et en un an, il a fait plus de 800 000 abonnés. Et tout le monde dit, ce gars est un génie à 18 ans, 17 ans, faire autant d'abonnés, c'est incroyable. Et en fait, Tim Ferriss dit, ouais, mais moi j'ai échangé avec lui, ses premières vidéos YouTube, il les a fait à 7 ans. Ça fait 10 ans qu'il est sur YouTube. Alors oui, effectivement, il a commencé à 7 ans, c'est pas toutes les personnes qui commencent des chaînes YouTube, pas comme ça. Mais il a 10 ans d'expérience. Mm. Il a pas percé comme ça du jour au lendemain, ça fait 10 ans qu'il fait des putains de vidéos sur YouTube. Alors, de une, il a 10 ans d'expérience, et de deux, on voit pas les personnes qui n'ont pas survécu. Le biais du survivant. On voit que C'est lui. À côté, exactement t'as ça. des milliers de gamins qui ont commencé à 7 ans, mais peut-être même à 5 ans, j'en sais rien, et qui ont échoué. Et Mm. malheureusement, ces gens-là ne sont pas mis en lumière. Et donc, pour revenir à Papa Preneur et à la question initiale, comment est-ce que je me prépare à l'arrivée de ce second enfant, de manière beaucoup plus flexible, on a raisonné qu'en termes de moyens et on a mis des limites, Ok. tu vois, avec Apolline. Comme je te disais en off, ça fait 6 mois à peu près qu'on a un peu la bouge avec Apolline, qu'on veut partir potentiellement à l'étranger. Et on s'est fixé des limites en se disant, ok, on s'interdit de réfléchir à tout ça tant que bébé numéro 2 n'est pas arrivé. Mm. De quoi est-ce qu'on a besoin pour pas répéter les mêmes conneries qu'on a faites la première fois? On a besoin d'être en forme, on a besoin d'être dans un endroit où on se sent bien, on a besoin après matériellement de ça et ça. Et on s'est pas bien plus préparé que ça. Tu vois, on a vu qu'on n'a même pas fait de cours de préparation à l'accouchement, Ok. parce que j'ai fait lire des bouquins sur la respiration à peau, parce que elle fait d'autres choses à côté, du yoga, des choses et tout, qui changent de la première fois, parce qu'on s'est rendu compte que les premiers cours de préparation à l'accouchement, nous avaient pas spécialement parlé. Et on a testé différentes choses en s'ouvrant à j'ai plus le nom, mais où tu mets les mains sur le ventre de bébé, tu lui parles et tu lui dis à quel point t'es présent, tout ça, je sais plus comment ça s'appelle. L'autonomie. Mm. Et on On l'a en a fait fait, aussi avec Aurélie, oui. on n'a pas du tout accroché, on en a fait 2 séances, je dis ça me parle pas spécialement. Tu vois, en fait, on s'est ouvert en disant tiens, on veut voir ce qui est disponible hors de ce qu'on a fait la première fois. Sans se dire, mais nous la première fois c'était un peu spécial parce qu'Apo était enceinte, on habitait à Lille, en cours de grossesse on a décidé de déménager là où on habite actuellement dans la Drôme, on s'est marié 1 mois avant, on a déménagé 1 mois avant l'arrivée de la petite, Ok. et on s'est marié 2 semaines avant l'arrivée de la petite, 3 semaines avant l'arrivée de la petite. En fait on avait tout enchaîné, tout était Mm. tableur Excel, tout était Ouais. c'était dans les trucs et tout, on avançait, on déroulait,
Moi, en parallèle, je transférais ma boîte du RCS de Lille au RCS de la Drôme. Tous les trucs en parallèle. Tout avait roulé. Tout le monde disait ah, vous êtes incroyable, vous êtes incroyaux. On ne sait pas comment vous arrivez à faire tout ça. Et nous, ça roulait, on avançait en mode bulldozer. Mais voilà, un bulldozer, quand il a plus d'essence, il sert à rien, quoi. Il a beau avoir des roues de 8 mètres et être immense, il sert à que dalle, quoi. Il prend la rouille, il devient faible et il sert plus à rien. Et nous, c'était pareil. Il y a eu l'arrivée. 6 mois après, moi, je commençais vraiment à tirer, à courir dans tous les sens. J'ai changé, j'ai pivoté mon business. Et 2 ans après la naissance de la petite, j'étais au fond du trou, quoi. Parce que pendant 3 ans, à pas m'écouter. Et aujourd'hui, donc tu vois, c'est ça. Je me dis, avec Apolline, on a décidé de s'écouter, de se dire, on a besoin de quoi. Apolline, elle a fait un gros postpartum. Enfin, dans le sens, tout le monde fait un postpartum, toutes les femmes font un postpartum, mais dans le sens, elle a fait une grosse dépression qui a duré quasiment 1 an. Parce que son père était malade, parce que tout ça, parce qu'on déménageait de Lille, on avait déménagé d'une ville qu'on aimait. On n'est pas descendu parce qu'on en avait marre, on est descendu par raison, parce qu'on est les 2 aînés de la famille, que c'était la première petite fille, tout ça. Et en fait, tu vois, on s'est vachement oublié pendant pas mal de temps. Et c'est pour ça que la prévision de cette grossesse, elle est vraiment beaucoup plus basée sur nos émotions, sur ce qu'on ressent. Moi, je me dis, j'ai besoin d'être calme, j'ai besoin d'être serein, j'ai besoin d'être en forme. J'ai besoin d'être en paix avec Emilia. J'ai envie que nous, le couple, soit le plus solide possible avant l'arrivée du second. Parce qu'on sait à quel point ça peut vite foutre le bordel, un deuxième. Et donc, tu vois, même pour le business, j'adopte ça. Tu parlais du festival Limitless qu'on a fait là, il y a 2 semaines. Ça va super vite. J'ai fait une conférence, un workshop de 2 heures, et j'ai volontairement pas voulu le préparer. Et ça fait 6 mois que je ne prépare plus mes interventions. Parce que je pars du principe que là où je suis bon, c'est dans l'improvisation. Alors, il y a de la casse des fois. Là, c'était un beau chaos bordélique, ma conférence. Mais en fait, c'est mon mode de fonctionnement qui va s'améliorer avec le temps. Mais je suis beaucoup plus dans cet objectif unique de reprendre contact avec qui je suis, avec mes émotions, avec mon ressenti, parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus important. Si t'es pas carré avec ça, tu repasses vite après en mode machine, en mode robot. Et tu vois, j'ai pas envie de réitérer les mêmes conneries que j'ai faites, que j'ai commises, dont j'ai payé l'addition plus d'une fois lors de la naissance d'Emilia. Oui, comme tu l'as dit, en plus, il est capital que tu sois présent et réellement présent pour Emilia, pour ta femme, parce Ouais, c'est qu'une ça. concurrence va se mettre en place entre ta fille et ton futur enfant. Et ça va être très dur à gérer si tu n'es pas présent. C'est ça. Moi, c'était ma plus grosse crainte, hein. La question que je me posais, et en plus, c'est vrai que je fais du journaling, comme tu le sais très bien. J'écris tous les jours mes pensées, mes réflexions, mes échecs, mes réussites. Et vraiment, tout ce qui me taraudait avant la naissance de Raphaël, c'est comment je pourrais aimer un enfant autant que j'aime déjà mon premier fils. C'est fou ça. Et ça, c'est une vraie question vraiment qui me disait, mais comment je peux faire ça, quoi? Comment c'est possible de faire ça? Et tu vois effectivement que ça va arriver. Tu le vivras toi aussi d'ici quelques mois et tu verras à quel point c'est génial. Mais tu verras aussi du coup à quel point les enfants se déchirent entre eux pour la présence, notamment de leur maman. Mmh. Et c'est très compliqué parce que nous, Nathan étant très sensible, Nathan mon plus grand, vraiment souffre du fait que Aurélie passe beaucoup de temps avec Raphaël. Parce que Raphaël n'a que 2 ans, il vient de les avoir, et 2 ans, t'es très dépendant de ta maman encore. Vraiment, c'est ta Complètement. référence, c'est ta ressource. Même si Raphaël est davantage tourné, entre guillemets, vers les hommes, parce qu'il préfère ses grands-pères à ses grands-mères, et il est très souvent vers moi. Mais néanmoins, reste le fait que c'est l'instinct vraiment qui parle. Dès qu'il y a une blessure, une douleur, il va vers sa maman. Et du coup, dès lors que ça arrive, Nathan cherche à entraver son chemin, à le pousser, à le bloquer, etc., ou à se précipiter vers sa maman directement avant que Raphaël puisse le faire. Ah la S'ensuit des vache. batailles, des guerres et j'en passe. Et forcément, s'il y a guerre, il y a attaque de l'un envers l'autre. Raphaël en fait parfois plus ses frais, donc Aurélie prend Raphaël, ce qui renforce le ressentiment de Nathan. Mmh. Voilà, c'est vrai que, comme tu l'as dit, en fait, au début, je me rappelle quand j'étais solo papa, j'avais qu'un seul enfant, sur un forum de musculation tenu par Rudy Koya, je dis j'attends mon deuxième fils, etc. Je sais pas comment ça va se passer niveau entraînement. Et un mec m'a dit à l'époque, tu verras, 1 ou 2, ça change rien. Je hais cette personne. Parce que entre 1 et 2, ça change littéralement tout. Autant je pense qu'entre 2 et 3, le changement en termes de relation n'est pas spécialement important. C'est plus au niveau logistique par contre. Ouais, Parce mais lui, que quand peut-être tu que passes ça a à rien 3, changé parce qu'il s'occupait pas des enfants. ouais, c'est possible. Tu vois, parce que à 3, effectivement, là par contre, en 3 enfants, je parle. Il faut que tu changes de voiture, de logement. Mais vraiment, entre un enfant et 2 enfants, ça change vraiment tout. Là, typiquement, c'est des Corélie. Ça fait hier matin,
jusqu'à fin d'après-midi, on n'avait que Nathan et non pas Raphaël, en termes de charge mentale, mais ça n'a rien à voir. Ouais, complètement. L'apaisement, c'est vraiment merveilleux. En plus, Nathan est autonome de plus en plus. Mmh. Donc tu peux te dire, ok, maintenant il peut gérer le fait de débarrasser la table, il mange tout seul, il fait ce qu'il a à faire. Mais quand tu retournes avec un enfant, c'est très compliqué. Et je dis pas ça pour te faire peur, parce que c'est un passage par lequel passer, effectivement. Ouais, Mais bien sûr. juste que cette notion de présence, en fait, tu peux moins te permettre avec un deuxième enfant de vouloir garder ta vie de célibataire. Mmh. Encore plus qu'avec un premier. Parce que Ouais. là, ça ajoute effectivement la relation entre les deux enfants qui n'était pas présente avant. Et en plus, deux enfants, il faut deux adultes. Mmh. Gérer deux enfants, quand moi je passe une semaine seule avec les enfants, quand Aurélie est en intervention ou autre, à la fin de la semaine, t'es lessivé, hein. Ouais, complètement, tu Même à m'étonnes. l'échelle de la journée, le soir, tu es lessivé. Mmh. Et maintenant, pour rebondir par rapport à cette notion de s'écouter soi-même, on a vraiment suivi, toi et moi, le même parcours. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on est très cartésien de base, toi comme moi, avec cette notion de tableur Excel, de voilà, vraiment rationnel. Les naturopathes, c'est des mangeurs de graines, c'est que des conneries, etc. C'est ésotérique. Pendant très longtemps, j'ai vraiment jugé très fort ces gens-là. Et maintenant, je me forme moi-même à la naturopathie. Donc, j'ai fait un chemin juste démentiel en peu de temps. Mais vraiment, cette notion de ressenti est capitale. Et en Mmh. plus, pour des sportifs comme nous, parce que tu as été sportif à un bon niveau, moi, de mon côté, j'ai fait du rugby aussi, des compétitions qui étaient nationales. J'avais pas un très gros niveau, mais j'avais un niveau. J'ai fait de la musculation depuis que j'ai 17 ans. J'ai fait du karaté à partir de 3 ans. Bref, on a souvent cette notion de pas écouter le corps. On peut repousser les limites du corps. Surtout quand tu es jeune. Plus Mmh. quand t'es jeune, en fait. En plus, ça, plus t'es jeune, effectivement, plus tu vas te dire que Mmh. le mental prévaut sur le corps. Et c'est vrai que c'est souvent, on entend souvent ça, quoi, serre les dents. Ouais, c'est ça. Effectivement, ça tient très bien quand tu as 20 ans, 25 ans, ça tient très bien. Mais une fois passé 35 ans ou dès lors que tu as plusieurs nuits compliquées à cause d'enfants, ça tient plus la route. Et si comment dire, on dure dans cette logique de je n'écoute pas le corps, à nouveau, je reviens à cette notion qui me tient à cœur de dette envers le vivant. On va contracter une dette. Et c'est comme ça qu'on en arrive à plusieurs clients que toi tu as eu quand tu étais en banque privée qui, malheureusement, vendent leur boîte et décèdent peu de temps après. C'est ça, ouais. Parce que la dette, malheureusement, a dû être remboursée. Toutes les Mmh. barrières mises en place par l'adrénaline ont sauté. Automatiquement, c'est au mieux maladie. Au pire, un dos complètement bloqué et une paralysie au lit pendant des mois, et au pire du pire, c'est la mort. Mmh. Et moins on va s'écouter, plus on finira par en faire les frais. C'est ça. Donc ça, effectivement, c'est un barrage qu'on met face à un fleuve qui malheureusement ne fait que se remplir. Et l'idée, c'est quoi? C'est pas mettre un barrage de plus en plus haut parce qu'il finira par céder par la pression, mais c'est enlever l'eau, quoi. Donc il Mmh. faut écoper de plus en plus. Et l'écopage, je pense pas que ça se dise, mais peu importe, on va le tolérer pour cet épisode, passe par l'écoute de soi-même. Et pas par tous Mmh. ces gens-là qui sont guidés plus par la technologie que par leur propre écoute. Et ça, c'est un vrai C'est sujet ça. aussi. Pendant très longtemps, là je parle d'Aurélie, qui, comment dire, Aurélie qui était victime d'insomnie à l'époque. Maintenant, voilà, elle est experte là-dedans, elle accompagne des gens pour quitter l'insomnie, mais qui pendant très longtemps, en fait, se fie à sa montre pour déterminer la qualité de sa nuit. Ouais. C'est que ce n'est pas mon ressenti, ce n'est pas: «Ah, j'ai bien dormi» et cetera. Non, c'est: «OK, que va me dire ma montre?» ou encore pire: Ah, «J'ai j'ai fait bien dormi». pareil. Voilà. C'est horrible. Pardon, j'ai la gorge un peu sèche. «J'ai bien Mmh. dormi». Je vois ma montre, elle dit que j'ai mal dormi. Merde, j'ai mal dormi. Bim, le corps étant un organe vraiment de prévision et voulant coller aux prévisions faites, va se dire: OK, t'as pas dormi, la montre le dit. Donc Mmh. automatiquement, je baisse tes niveaux d'énergie. Donc on induit soi-même, malheureusement, une réaction en chaîne qui va nous faire coller à une réalité qui est virtuelle parce que c'est une montre qui parle. Mais on s'en fout de la montre, ça n'a aucun intérêt. Ce qui compte, c'est que ce qu'on ressent soi-même. Je pars un peu dans tous les sens, j'en ai conscience, mais Non, mais c'est hyper intéressant. tout ça pour dire que tu as entièrement raison, vouloir te reconnecter à toi et vraiment prendre potentiellement une pause de plusieurs semaines pour justement profiter de ta famille, voir ton Mmh. enfant. Et mine de rien, plus tu vas être vers ton futur enfant, qui est un garçon, sauf Ah, erreur, je ne c'est sais bien pas. ça. Non, On je ne ne sait sais pas, pas. putain, je suis On pas dit du le tout. bébé, c'est comme Emilia, on ne sait pas. On n'a pas voulu savoir, C'est on veut toujours toujours pas pas savoir. Emilia. Non, non, Emilia, on sait 4 ans et demi, on se demande toujours. Elle ressemble à une fille, mais quand tu la vois casser les trucs à main nue un peu partout, tu te poses des questions. Et donc, je disais simplement, plus tu passeras du temps avec ton futur enfant, plus tu vas aussi le rassurer. Parce que Ouais, bien sûr. qu'a besoin un enfant de cet âge-là, de ses 0 à 2 ans, c'est de deux choses, de sommeil et de protection. Parce que plus tu vas, entre guillemets, l'abandonner par soit une non-présence physique, soit par une non-présence psychique, donc t'es Mmh. là mais t'es pas là, plus l'enfant va le ressentir. Et plus il ne sera pas avec ses parents. Donc plus il va s'inquiéter, plus il va produire du cortisol, moins il va dormir, plus ça va t'énerver, moins tu auras d'énergie, plus tu voudras bosser. Donc plus il va le ressentir, moins il va dormir. Et c'est comme ça Mmh. qu'avec Nathan, entre autres, il n'y a pas que ce facteur-là, il y a plusieurs facteurs ont été réunis. C'est comme ça qu'avec Nathan, on a passé 2 ans à ne pas dormir. Ah, pareil. Il Bon, s'est passé exactement la même chose. il n'y a pas que ce facteur-là, il y en a plein d'autres qui ont été vraiment Mmh. prépondérants, mais c'est un des facteurs potentiellement qui a renforcé le truc parce que je sens pas la présence de mon père qui est là. L'élément protecteur, vraiment, bah, c'est comme pour un enfant et son doudou. Un enfant se fait mal, il veut un doudou. Un enfant qui a besoin de réconfort veut ses parents. Si les parents sont pas là, le stress s'accentue, les conséquences sont dramatiques et même le développement de l'enfant en fait les frais. Ouais, complètement.
C'est, c'est, Longue c'est- prise de parole. ouais, ouais, mais c'est hyper intéressant parce que c'est là où en fait on voit que tout est interconnecté et tu parlais justement du fait qu'on est cartésien. Mm. Le problème, c'est que j'aime pas commencer mes phrases comme ça par le problème, c'est que. Mais pour le coup, c'est un vrai problème, à mon sens. C'est cette idée du cartésianisme hyper ancrée en France. Donc, tu vois, c'est je pense, donc je suis, je ne vois que ce que je crois. On a une vision très Alors, carrée des choses. Je c'est pense que l'inverse, je suis, c'est teasing. pas pareil. Oui, C'est on ne croit que ce qu'on voit. on ne croit que, On ne voit que ce qu'on croit. On ne voit que ce qu'on croit en réalité. C'est oui, oui, vraiment notre compréhension c'est du monde qui détermine la c'est vision vraiment du monde l'inverse. Ouais. qu'on a. Et justement, aujourd'hui, nous, la vision du monde qu'on a, notamment dans les pays latins, beaucoup en France, c'est cet esprit de René Descartes, du cartésianisme, où on a volontairement scindé la tête et le corps. Donc l'esprit, les émotions et notre corps. Alors que on sait que tout est bien plus complexe. On sait que tout est intriqué. Que quand ça va pas dans la tête, le corps ne va pas. Que quand le corps ne va pas, le mental ne va pas. Et c'est pour ça que des raisonnements à la con en disant serre les dents, ça va passer, c'est qu'une question de mental, c'est pas vrai. Quand je me suis fait la cheville, je me souviens que quand je suis revenu au club, j'avais la cheville qui était violette, le pied qui était plat, j'avais plus d'espace entre mes orteils. Et il y a quand même 2 nanas qui font de l'ultra trail et un gars qui fait de l'ultra avec qui je m'entraînais qui me disent ah, c'est bon, tu sais quoi, la course elle est dans 5 jours. Tu mets un bon strap, tu serres les dents, t'y vas. J'ai entendu ça, je fais mais vous êtes débile. Parce que, ah oui, peut-être que si je serre les dents, je vais le faire. Sauf qu'après, ça veut dire opération et je pose plus le pied par terre pendant 3 ans. C'est stupide. Et il y a encore beaucoup de réflexions comme ça. T'inquiète pas, serre les dents, ça passe. Oui, mais sur le long terme. Mm. C'est quoi l'idée du long terme? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans cette fluidité. La fluidité mentale, la fluidité dans le sport. D'être beaucoup plus vis-à-vis de mon ressenti. Avant, quand j'étais dans le dur à la salle de sport, je me disais, c'est pas grave, t'es dans le dur, ok, redouble d'intensité. Vendredi, je te le disais ce matin là par message, je m'étais entraîné tous les jours de la semaine, parce que je me sentais super bien. Et vendredi, je me dis, j'avais fait 2 sorties vélo, j'avais fait que deux séances de muscu. Vendredi, allez go, dernière séance, et là on va faire un entraînement complet. Quand je dis complet, c'est corps entier, je vais pas cibler telle ou telle chaîne musculaire. J'en ai chié, pourtant j'étais super motivé. J'arrive, je vois le coach et tout, je parle avec lui, il me dit: «Ah ça va, t'as la forme Quentin et tout?» Je fais: «Ouais là aujourd'hui, je me sens bien, j'y vais». Première série, j'avais pas de force. Deuxième série, j'avais pas de peps et j'ai senti mon niveau d'énergie qui s'est effondré très rapidement. Je me suis dit: «OK, je vais pas plier bagage, et dire, non c'est bon, je suis fatigué». Il y a quand même un minimum à l'écoute, de me dire: «OK, t'es fatigué, tu vas quand même faire des exercices. Par contre, tu vas revoir un peu à la baisse l'intensité». Et j'ai fait mon entraînement normal, mais j'ai peut-être fait moins de reps que prévu. Et les exercices qui vraiment, tu vois, je voulais faire des gobelets squats, donc squat profond à 40 kilos, je voyais que j'y arrivais pas. Genre, j'avais pas de jus. Je me dis, bah, c'est pas grave, tu sais quoi, tu baisses, tu passes à 30. C'est pas grave. Ce sera pas une séance où tu vas progresser, c'est une séance plutôt de stabilisation. Et par contre, ce week-end, tu fous rien. Et j'ai rien fait samedi et dimanche. Et là, ça va. Mais tu vois, c'est aussi important parce que ce matin, je me lève, j'étais hyper tendu de partout, sur tous les trapèzes, le dos, les jambes et tout. Et la semaine dernière, j'ai eu un rhume, comme toi. Et tu as cette tendance à te dire, et c'est une tendance que j'ai pris quand je faisais de la gym, où mon entraîneur me disait, ok, t'as un rhume, le meilleur moyen, c'est de faire l'entraînement de ta vie. 3 heures, tu t'éclates. Et tu vas voir que ça va te faire du bien. En soi, il a raison. Et c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'en fait, t'as que Mais, du cortisol qui est anti-inflammatoire. ouais. Mais Mais dès quand tu qu'il fais ça pendant passe, des années, mais même c'est une seule fois, en fait, dès qu'il passe, voilà. t'es mort, quoi. Mais Et en fait, j'ai encore beaucoup, des fois, ce truc ancré, de se dire, tu sais quoi, une bonne suée, où je vais me savate, et ça passe. J'ai fait ça lundi, mardi, mercredi, et je me sentais mieux, j'arrivais mieux à respirer, le nez moins bouché, tout ça. Je passais des nuits à Pauline 3 fois elle s'élevait parce que la petite elle faisait et là tu vois le père irresponsable, hein, ma femme enceinte de 8 mois qui est obligée de se lever en pleine nuit parce que moi je ronfle comme pas possible parce que j'ai des choses profite. normalement qui n'arrivent jamais. Et, euh, et parce que tu pousses. Et t'as encore des choses, tu vois, des traditions toxiques, comme j'aime bien appeler. Des traditions toxiques qui sont ancrées en toi et que tu continues à faire alors que tu sais que ça a aucun intérêt. C'est Ça pour ça fait, qu'aujourd'hui là, mon rapport aux objectifs a vraiment changé, tu vois. ouais, mais ça fait quoi? Deux choses chez moi que je vais partager. Cette notion de s'écouter, comme tu le sais, j'ai passé une semaine chez Pierre Dufraisse avec plusieurs amis à moi. Ouais. Tous des sportifs de haut niveau, hein. T'as des combattants, t'as un mec, il est préparateur physique de stars hollywoodiennes, etc. Donc on s'est mis vraiment des gros tarifs en termes de sport.
notamment des marches de 1h30 avec du port de charge de 50 kilos. Bref, vraiment un truc vraiment barbare de chez barbare. Et le dernier jour avant que je parte, on était rincés. On s'est écouté, on n'a rien foutu de la journée. C'était après-midi, console. Alors que de base, on est vraiment des gros sportifs, des mordus de sport et tout. Mais on sait s'écouter, on sait respecter le corps. Et on sait très bien que faire l'entraînement de trop aurait pu conduire à la blessure. Et toi, typiquement au Festival de David, je te l'ai dit. Le dernier jour, je me sens pas. Ouais. Je me sens pas pour l'atelier prévu par Mathieu, etc. Non, je me sens pas. Là, je vais aller marcher avec Aurélie, on va se balader, on va vraiment être ensemble. En tant que couple, ça va nous faire du bien. Et le fait est, il y a une blessure durant l'atelier. Pas la mienne, mais il y a eu une blessure. Et Bonjour Anthony. Mais d'ailleurs, tu sais, Anthony, on s'est écrit depuis. Anthony, donc, c'est luxé la cheville. Et on faisait un atelier pour ceux qui écoutent d'hébertisme. C'est de la course sauvage dans la nature. En fait, c'est faire du sport dans la nature, mais vraiment de manière sauvage, hors des sentiers. Dernière descente, on descend en champ de vache, donc avec les hausers, les bousses de vache, tout ça, et il y va comme un porc. Ce qui est marrant, c'est que moi, juste avant cet atelier, je faisais ma conférence. Et Anthony, à ce moment-là, quand je pose la question à toute l'assemblée, qu'est-ce que tu veux, toi? Une question basique, bateau, mais que j'adore poser parce qu'elle est de surface quand on la prend de surface, mais très profonde quand on la prend pour ce qu'elle est. Il y a eu un gros blanc et lui a répondu parmi les 80 personnes. Moi, ce que je veux, c'est être tranquille. Je veux la paix. Je veux du repos. Je veux du repos. C'est fou, hein. Des fois, à quel point, en fait, on demande des choses. Alors, l'univers nous les sert sur un plateau, pas de la manière dont on l'aurait pensé. Tu étonnes. Mais 2 heures après, je lui tenais la jambe pendant que Jean-Baptiste, notre médecin urgentiste, était en train de lui remettre la jambe, en train de lui remettre la cheville, parce qu'il s'était luxé. Ouais. Et sur le coup, on en rigolait après par message, où je lui dis, bah tu sais, en fait, tu l'as demandé, tu l'as eu. Et il me disait, mais d'un côté, en fait, enfin, c'est pas lui qui me le disait, c'est sa femme, qui me disait, mais en fait, ça fait 1 an où il fait énormément de changements dans sa vie, il s'arrête pas, il est crevé. Maureen, c'est ça, Maureen. Et il est crevé. Et là, il a besoin de se poser. Bah voilà. En fait, il a demandé un truc, l'univers lui a servi. Avec une cheville déboîtée. Et accessoirement, Anthony est coach sportif. Ouais, et il est coach sportif. Donc lui, ça a été très compliqué sur le coup en se disant, oh, putain, la douleur, à la limite, je m'en fous, mais c'est que là, mon business, il s'arrête. Ouais. Et l'autre élément sur lequel je voulais rebondir, effectivement, c'est important de s'écouter, mais aussi, c'est un peu un teasing par rapport à l'épisode qui va venir sur les objectifs. Mais le fait est, c'est qu'on a découvert en neurosciences, du moins c'est un élément qu'on applique de base à l'apprentissage et qui s'appelle la loi du 85-15, qui explique pour que le cerveau puisse se développer, notamment jouer au niveau de la plasticité cérébrale, la capacité que le cerveau a à se remodeler en fonction des contraintes qui lui sont imposées, pour y faire face davantage facilement à l'avenir quand elles se représenteront à lui, eh bien il faut que 15% des apprentissages que l'on fait soient très compliqués et soient quasiment conçus pour le mettre en déroute. Donc, par exemple, ça peut être une vision macro. J'apprends un sujet et par exemple, 1 fois sur 5, je me vautre dessus. Ou au niveau micro, dans un texte que je lis, il y a 15% des mots qui me challenge, ou des tournures de phrases qui me challenge, ou des concepts qui me challenge. Et maintenant, on peut appliquer ça également à la fixation d'objectifs. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, le papier a été écrit par Jonathan Cohen et a été publié dans la revue Nature Communication. Et ce qui nous donne tout simplement au niveau des objectifs que 15% des buts qu'on se fixe, doivent être justement conçus pour le mettre en déroute. Pour faciliter effectivement, à nouveau, cette notion de développement cognitif par une stimulation de la plasticité cérébrale. Donc effectivement, il faut s'écouter, mais il faut aussi se challenger. Parce qu'à l'inverse, mettre que des objectifs trop simples, si on s'écoute de trop, ne sera pas stimulateur. Ouais. Donc il n'y aura pas de progression. T'as Steven Kotler qui parle de la règle des 4%. Et que tes objectifs devraient être 4 à 5% au-dessus de ton niveau de compétence actuel. Dans une idée de croissance. Super intéressant, ça fait écho également à un truc qui a été découvert par le Balchetti Labs, je crois de mémoire, c'est bien ça. Comme quoi, effectivement, un objectif, pour qu'il soit efficace, doit être modéré. Modéré, c'est pas simple. C'est vraiment juste au-dessus de nos capacités immédiates. C'est ça, ouais. Donc ça demande beaucoup d'efforts, mais ça semble à la portée. C'est-à-dire que je peux y arriver. Ça me challenge, ça me fait croître au niveau cognitif, mais je sais que je peux y arriver. Mais dans ces 85% de modéré, il faut en plus 15% de « Ok, là, c'est infaisable. » Mais c'est pas parce que c'est infaisable que je fais rien. C'est je me bute pour y arriver. Parce qu'il y a peut-être 1% de chance que j'y arrive. Et si j'arrive, c'est l'épiphanie. Mais il y a très peu de chances que ça se passe. Ouais. Parce que quand c'est trop simple ou trop complexe, en fait, le cerveau humain et le corps humain se mettent pas en branle. La pression artérielle, c'était mesuré, ne s'active pas.
ou s'active rapidement mais rechute. Et c'est pour Mmh. ça qu'on se dit très souvent, mets-toi des objectifs merveilleux, etc. Vise la lune, au pire t'atteins les étoiles. Non, ça marche pas parce que c'est pas concret pour le cerveau. Il ira Mmh. pas. Ça ne marchera pas. Ouais, et se fixer des objectifs démentiels, c'est hyper important, mais comme le souligne Jérémy, tous les objectifs ne doivent pas être comme ça. C'est 15% des objectifs. Oui. 85% des objectifs doivent être à notre niveau de compétence, doivent être atteints, parce que si on se bute que sur des échecs, la motivation en baisse, l'état d'esprit se casse la gueule, Ah oui. et derrière, même hormonalement, on peut le constater, il y a beaucoup de modifications au niveau de la chimie du corps quand on subit échec après échec, et là, c'est plus un cercle vertueux. C'est un cercle qui justement t'empêche de passer à l'action, et tes actions vont être de moins en moins ambitieuses. Je sais exactement de quoi je parle, c'est ce qui s'est passé pour moi l'année dernière. Tes actions sont de moins en moins ambitieuses, tu as de plus en plus peur de ce que tu vas avoir, Ouais. de ce que tu vas mettre en place. Tu essayes en fait de plus jouer pour gagner, tu essaies tout le temps de jouer pour ne pas perdre. Et là, la dynamique, elle est totalement inversée. Et quand tu joues pour pas perdre, autant pas jouer. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que le cerveau humain, c'est un organe qui est prédictif. Je le dis très souvent, mais c'est vraiment un Mm. élément qu'il faut intégrer et comprendre. Et donc, si constamment il sait qu'il va échouer à atteindre l'objectif, alors il va se dire littéralement pourquoi je vais gaspiller de l'énergie pour une situation qui évoit à l'échec. Autant la garder cette énergie parce que si demain il y a un C'est ça. prédateur qui me fait face, il faut que j'en ai besoin de l'énergie en fait. Donc, si je peux pas attendre à l'atteinte de l'objectif, ça sert à rien. En fait, on se place littéralement dans une prophétie qui est dite auto-réalisatrice où le fait d'échouer constamment nous place dans les conditions optimales pour échouer à nouveau. Mm. C'est exactement ça, ouais. Et après, tu te retrouves justement dans des scénarios où ton cerveau, si tu ne l'écoutes pas, va commencer à hurler en te disant: mais fous-toi devant Netflix, Ouais, au moins, là-bas, ça craint rien. complètement. C'est caricatural, c'est marrant, mais c'est exactement ce qui se passe quand tu as des personnes qui doivent prendre une grosse décision et qui passent finalement 3 jours devant Netflix en disant: «Il faut que je me pose pour réfléchir». Non, c'est juste que tu as peur d'affronter le truc, parce que sûrement tu as subi beaucoup d'échecs et que tu pas envie de retrouver un nouvel échec, donc tu essaies de postponer, de repousser, de procrastiner sur la prise de décision. La Ça, c'est marrant parce procrastination, qu'il y a c'est ni plus ni moins que ça. ouais, il y a un schéma que je trouve très, très souvent chez moi. C'est dès que je suis un peu dos au mur, j'ai besoin de me remettre aux jeux vidéo, Ouais, pareil. littéralement. Et tu Moi vois, c là, moi moi ça va être Netflix, tu vois? ah non, pas du tout, par contre, moi, c'est vraiment les jeux vidéo, toi. Puis j'ai été chez Pierre Dufraisse et j'ai pris, comme je vais pu te le dire, 2 mois de pause complète par rapport à mon business parce que j'étais dépassé par rapport à pas mal de choses. Donc j'ai commencé à jouer au nouveau Zelda. J'ai été chez Pierre, j'ai pris un break vraiment complet de A à Z. Tout s'est clarifié dans mon esprit et là, j'ai pas touché une seule fois la console depuis que je suis rentré. Mmh Et mh. je l'ai même pas sorti de l'emballage, en fait. Parce que j'ai plus du tout envie, parce que là, c'est mon business qui me drive. Et j'ai pas besoin de me mettre dans le virtuel pour, entre guillemets, Mmh. fuir le réel. Parce que c'est le cas, c'est une fuite du réel. Ouais. C'est marrant, moi ça se fait sur le niveau de la spiritualité, tu vois? Où Intéressant. je médite énormément, je suis très intéressé par le bouddhisme, par beaucoup de choses autour de ça, et il y a des moments, c'est un fil rouge sur ma vie, sur les 15 dernières années, et il y a des moments où, effectivement, quand je suis dans des phases où je me sens challengé, je vais donner un pouvoir à la spiritualité avec des attentes. Je vais pas parler du fait qu'ils ne sont pas rationnels, parce qu'on peut pas parler de rationalité dans le cadre de la spiritualité, on sait pas trop, mais je donne beaucoup plus de poids et je m'enferme dedans en me disant: «Tout va bien parce que je médite, parce que je suis calme, parce qu'il faut que j'arrive à tel niveau de réalisation de moi, d'éveil, Mmh. de machin pour arriver à tel truc», et j'essaye en fait d'accélérer là-dessus, en me disant: «Il me manque quelque chose pour prendre cette décision», et je vais le trouver dans l'inaction, je vais le trouver dans, la méditation, je vais le trouver dans le yoga, je vais le trouver dans l'ascétisme, dans machin, et je dis pas que je les trouverai pas dedans, mais je dis qu'en fait, tu vois, j'ai cette tendance à repousser la décision, enfin plutôt à mettre la décision hors de mon cerveau. À dire, je vais la trouver dans l'éther, dans Mmh. l'univers, dans je sais pas quoi. Mais c'est pareil quand tu fais les jeux vidéo, c'est pareil quand tu vas sur Netflix, c'est pareil quand tu te dis, «Bon bah, en fait, là, je devrais pousser sur le business, mais je vais aller à la salle de sport 2 fois par jour tous les jours pendant les 2 prochains mois». C'est un déplacement, tu vois? C'est ce qu'on appelle en psychologie. Tu as un problème, plutôt que de le confronter, tu vas déplacer tes actions pour éviter de répondre à ce problème, à cette situation, et ça peut prendre plein de formes, de la plus évidente à la plus sournoise. C'est intéressant le parallèle que tu fais avec la méditation parce que très souvent on pense que les gens qui méditent beaucoup sont des gens vraiment capables de faire beaucoup de choses, d'être vraiment concentrés et tout et j'en passe, mais il y a un extrême à pas dépasser. Parce que la Mmh. méditation, c'est quoi? C'est l'espace qu'on appelle péripersonnel. C'est vraiment tout ce qui est à portée de main, pas plus, et nos ressentis physiologiques. Sauf que tout ça, c'est médié par quoi? Par la sérotonine. L'hormone de l'ego, l'hormone du jeu.
Là, c'est moi, c'est mes ressentis, c'est mon personnel. Sauf que l'atteinte d'objectif est médiée par quoi? Par la dopamine, l'extérieur. Donc, si on est trop sur soi, on n'a pas non plus la motivation d'aller atteindre autre chose. Mmh. Parce qu'on est si bien envers soi-même qu'on n'a pas la plus-value à aller ailleurs. Et donc, vraiment, à fixer l'horizon pour se déplacer d'un point A à un point B pour Mmh. atteindre ce point B. Donc, la Et dopamine, ouais. malheureusement, est en sous-production. Et là, tu abordes les choses vraiment sur un aspect neuroscientifique. Mmh. Moi, je l'aborde les choses sur un aspect bien plus spirituel qui va au-delà justement du corps. Mais ce qui est hyper intéressant, et ça je le répète très souvent parce que moi je suis tombé dans ce piège, comme quasiment tout le monde, ça fait un parallèle avec ce que tu dis, c'est qu'il y en a beaucoup qui méditent pour se sentir bien, Mmh. mais on médite pas pour se sentir bien. On médite pour apprendre à se connaître. Ouais. Si on médite juste pour faire le calme, le vide et se sentir bien pendant l'espace de 20 minutes, c'est hyper bénéfique, c'est cool, ça fait du bien. Mais une fois que tu rouvres les yeux, t'es de retour dans le monde réel. Moi, la manière dont j'aborde la méditation, c'est effectivement retrouver le calme, mais c'est pour faire face à moi-même. C'est pour découvrir mes biais, pour découvrir mes chemins de pensée, Mmh. pour découvrir qui je suis fondamentalement et mes modes opératoires. Et ça, c'est pas drôle, parce que tu fais face à la réalité. Et quand tu parles avec n'importe quel spécialiste de la méditation, n'importe quel expert, j'étais dans un temple bouddhiste là, il y a 3 semaines, ils te le disent, c'est pas confortable la méditation. Et ça n'a pas pour objectif d'être confortable. Ouais. Le but, c'est d'avoir des moments où tu reviens face à toi-même dans un monde qui est lié à la distraction. Mmh. Sans pour autant oublier que tout ce travail que tu fais, c'est pour être bien dans ta vie, bien face à toi-même, bien dans tes pompes, mais aussi pour mieux servir les autres. Et tu vois, c'est le gros biais dans le monde du développement personnel. C'est que on a tendance à le rendre beaucoup trop personnel. Alors qu'à la base, quand on veut s'améliorer, on part du principe que c'est pour soi, mais souvent c'est pour améliorer la relation avec son époux, avec son épouse, avec ses enfants, avec ses amis, pour arriver à mieux parler, pour arriver à mieux communiquer, pour peut-être se dire, tiens, un truc con, j'aimerais pouvoir être aussi joyeux, jovial et taquin sans boire d'alcool. J'ai plus ce médiateur d'alcool qui me permet d'être euphorique, Mmh. d'avoir un comportement exacerbé. Je voudrais pouvoir le faire sans. Et tout ça, tu vois, en fait, on a tendance à partir de ce développement personnel et à s'enfermer sur soi. Et je connais pas les impacts chimiques, mais comme tu les as notés, il y a un énorme rôle de la dopamine et de la sérotonine là-dessus. Mais on a vraiment tendance à oublier que tout ça, on le fait pour les autres aussi, et pas que pour soi. Le bonheur, c'est les autres. Ouais, c'est C'est un, intéressant. c'est un- c'est un truc qui est hyper important. C'est un truc que je découvre de plus en plus avec le coaching. Mon plus grand bonheur, c'est de voir mes clients changer. Je kiffe quand moi je vois que je change, que j'arrive à évoluer. Mais la récompense, elle est bien plus rapide quand je fais prendre conscience à un de mes clients quelque chose et de voir un peu les étoiles dans ses yeux, se dire, putain, j'avais jamais vu ça comme ça. Et de voir que les choses changent derrière et qu'il évolue et qu'il grandit et qu'il peut prendre de nouvelles décisions, que ça engendre de nouvelles actions, donc de nouveaux résultats. Ça, c'est trop cool. Et il s'agit pas de moi là-dedans. Tu vois, quand j'ai des clients qui me disent merci, tu Mmh. m'as vachement aidé, je fais mais en fait j'ai rien fait, je t'ai juste posé des questions, les actions c'est toi qui les as faites. Et ça c'est trop cool de voir les gens prendre le contrôle sur eux et sur leurs possibilités. C'est vrai qu'en accompagnement ou en thérapie de base, en fait, souvent le thérapeute ou l'accompagnant ou le coach, c'est une personne d'écoute. Ce n'est pas une personne de conseil. La personne souvent a les réponses et souvent dans les questions qu'elle pose, amène les réponses qu'elle veut entendre. C'est ça. Oui, c'est un vrai élément, c'est un vrai sujet ça aussi, ouais. Je pense qu'on a fait le tour, Quentin. 48 minutes, pas trop mal, Joli, joli, joli. pas trop mal. Donc tout ça pour dire que Quentin a une préparation différente par rapport à l'arrivée de numéro 2. Ouais. Comme je te Maintenant disais en off, hein, on sait même pas si on va pas déménager ouais, bien sûr, ouais. dans la foulée après, peut-être à l'international, chose qu'on Peut-être n'aurait pendant jamais fait. l'accouchement. Peut-être pendant l'accouchement, on dirait allez maintenant c'est bon, on a le temps. C'est le moment ou Mais, jamais. mais effectivement, tu vois, on voit les choses un peu différemment. Aussi, après toute cette phase de décès, de changement d'identité lié au déménagement, lié à la perte de membres proches, lié à l'arrivée d'un enfant, c'est un changement identitaire, c'est de Bien devenir sûr. papa. Maintenant qu'on a fait tous ces deuils, maintenant en fait on a envie de vivre et plus envie d'évoluer sous des contraintes. Donc tu vois, le deuxième, effectivement, on prépare les choses. Apolline, elle est suivie par une psychologue pour justement ne pas réitérer euh, la situation, l'environnement dans lequel elle était au début, Mmh. avec Emilia. De se dire, j'ai pas envie de revivre ça, plutôt que de me focaliser sur le j'ai pas envie d'eux, donc de se battre pour pas perdre, pour reprendre Ouais. l'analogie d'avant, de se dire qu'est-ce que je dois mettre en place concrètement
en moi, dans ma perception de moi-même, du monde, autour de moi, dans mon environnement, pour que ça fonctionne. Et tu vois, quand on a su qu'Apolline était enceinte, le premier truc qu'on a fait, on s'est dit, bon, ok, là on est propriétaire de l'appart, on revend parce qu'il est un poil trop petit, et on va trouver un autre appart. Et dans la semaine, on avait trouvé un super appart, duplex, rooftop de 80 mètres carrés, il était à 500 mètres de chez nous. On, on était trop contents. On se dit, parfait, il y a les 2 chambres à l'étage pour les enfants, nous on a la suite parentale en bas, super beau, vue sur le Vercors et tout. Je me voyais déjà faire du yoga sur la terrasse avec la vue sur les montagnes. Et la nana nous dit, ok, c'est bon, l'appart est à vous. Et en fait, avec Apolline, c'était fin avril. On s'est dit, est-ce qu'on n'est pas en train de répéter exactement la même connerie qu'on a fait à Lille, c'est-à-dire de s'organiser un déménagement alors que tu es enceinte et de se retrouver potentiellement dans un endroit qu'on ne connaît pas, où on n'a pas de repères? Bah si, en fait. Donc là, tu vois, on a décidé de rester dans l'appart, on a fait un peu des travaux, on a modifié un peu en se disant, pour l'instant, on reste dans cet appartement, on accueille l'enfant dans cet appartement, parce qu'on est chez nous, on s'y sent bien, on va être à l'étroit, ok, mais une fois qu'on sera tous les 4, là, on verra. Hmm. Intéressant. Donc tu vois, créer l'environnement interne et externe autour de ça, quoi, de manière beaucoup plus fluide, beaucoup plus orientée sur l'écoute. Merci pour ce partage. Merci pour Et la question. maintenant, hâte de voir à quel point tout ce que tu as prévu ne tiendra pas la route C'est face exactement ça. face à l'arrivée d'un enfant. Parce que, Bienvenue, monsieur K.O. pareil, Cory, on a prévu 1 million de trucs et rien s'est passé comme prévu. Elle a commencé l'accouchement à la maison. Ça a fini avec des urgentistes dans la chambre, avec... je crois qu'on Ouais, était tu m'as 7-8 dit, dans la chambre. toi, c'était vraiment le chaos. Quand tu Ah, m'avais dit c'était... le lendemain, tu m'as dit c'était le bordel. Ouais, puis moi en plus, on va conclure sur ça, mais je suis très détaché du réel quand c'est comme ça. Mm. En fait, je méta-analysais la situation et j'en rigolais moi-même. Mais si tu veux, j'avais ma compagne qui était à côté de moi avec des perfusions d'adrénaline pendues à des cintres dans la chambre, avec autour 2 infirmiers, 3 pompiers, 2 urgentistes. Ils ont dû la brancarder, démonter l'escalier à 2 heures du matin. C'était un massacre total. On est arrivé, la sage-femme qui a fait l'accouchement était une vraie saloperie. Elle demande à Aurélie, du coup, sur un niveau de 1 à 10, votre niveau de douleur est à combien? Aurélie ne pouvait pas parler tellement elle avait mal. Et elle a osé dire à Aurélie, ça va, je monte pas la lune non plus. Oui, je Moi, me j'ai souviens, commencé tu à m'avais dit ça. m'énerver, je commençais à l'insulter et tout. Après, je me suis dit, bref, c'était une grosse aventure. Mais ça pour dire effectivement que de base, on a prévu l'accouchement physiologique, que tout se passe bien, tout soit merveilleux, etc. Et au final, le chaos est arrivé. Mais Mais c'est pas pareil. grave. C'est pas grave. Mais C'est c'est comme ça. bien. On avait un projet de naissance, tu vois, pour la première, où justement on était content de redescendre à Romans, parce que à la base on était inscrit à la maternité Jeanne de Flandre, qui est une des maternités les plus poussées en Ok. termes de recherche en Europe. Donc on était content de se dire allez, c'est à Lille et tout, on est là-bas. Mais c'est l'usine. Hmm. Et quand on a décidé de descendre, on a vu un roman qu'il y avait une salle avec salle d'accouchement physiologique, tu pouvais avoir un projet de naissance, donc vraiment ils étaient réceptifs et ouverts. On s'est dit ok, cool, on fait le projet de naissance, pas de péridurale, accouchement le plus Ouais. naturel possible, tout ça. Ça a fini en péridurale avec les trépieds, puis voilà. Mais Et il y a voilà. eu le projet. Moi, il y a le projet. Et là c'est pareil, elle a refait un projet de naissance en disant Mais tu vois, on verra. on en revient aux objectifs de moyens versus résultat. Ouais. Certes, le résultat n'est pas celui escompté, mais tous les moyens qu'on a déployés, à savoir la respiration, à savoir l'accompagnement par le mari, à savoir les points de douleur aussi qu'on a maîtrisé avec Aurélie, à savoir vraiment le vocabulaire à tenir, le langage à donner, on était bon pour le jour J. Ouais, Alors c'est que ça. si de base on se dit ok, on ne fixe que comme résultat atteindre l'accouchement en salle nature, physiologique, etc. Bon, mais aucun moyen derrière pour atteindre ce résultat-là, Mhm. ça se passe pas bien, t'es décontenancé, et là ça finit en massacre. C'est ça. T'es dépassé par tous les événements, t'as rien en fait, t'as aucune bouée de sauvetage. C'est ça. Et là, tu vois, là, bah, justement, Apolline n'est pas du tout branchée sur les mêmes choses que moi, mais je l'ai branchée sur la respiration. Elle commence à lire des choses autour de ça. On a regardé des points d'acupression. On a créé une playlist qui lui fait plaisir. Ouais, fossile, Parce ouais. que tu sais que malgré tout le chaos qu'il pourrait y avoir, c'est des choses sur lesquelles elle pourra se reposer. La respiration, ma présence de la musique et moi, l'aider sur des points d'acupression. Et en plus, le cerveau humain est fait pour, Sébastien Boller en a très bien parlé dans ses livres, pour le sens. Il veut de la cohérence, il veut du sens dans le monde. Et si effectivement tout est dérouté et on n'a pas de plan B, donc notamment pas l'objectif de moyens qu'on a travaillé, il n'y a plus rien qui fait sens. Là, c'est la panique totale. J'ai plus rien à quoi me raccrocher pour retrouver justement, on va dire, une horizon, un Mm. point d'ancrage. Mais si effectivement, par contre, à l'inverse, on a travaillé des points d'acupression comme tu l'as fait, une musique en particulier comme nous on a fait aussi, etc. Ok, là, il y a encore des éléments de sens autour de soi qu'on peut saisir Mm. pour à nouveau tirer, on va dire, se ressaisir par rapport à la situation. Ouais. Ça, je connais. Ça, je connais, je peux m'y raccrocher. C'est ça, Et exactement. ça te recrée un contact avec la réalité que tu Comme un connais. enfant avec son doudou. C'est ça. Je suis ailleurs, il me faut mon doudou pour justement faire sens, parce que c'est une partie Mm. de moi, j'en ai besoin pour me rassurer. Mm.
Je pense Complètement. qu'on est pas mal là. Ouais, super épisode. Yes. C'est beau de s'auto-congratuler comme ça. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à l'écouter, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous, on en a eu à le tourner. C'est clair. Eh bien, passez une belle journée, puis logiquement à la semaine prochaine pour un futur épisode de Papa Preneur. Exactement. Prenez soin de vous. Allez, à plus. Ciao. Ciao.